et notamment dans la compréhension de l'évolution des génomes bactériens et de la capacité notamment des génomes bactériens à évoluer rapidement. Alors, ça avait bien marché ou pas? C'est pas grave. Bien, donc je vais revenir sur quelques introductions pour présenter quelques aspects particuliers de l'évolution des génomes bactériens. Donc on va voir que les bactéries ont développé des mécanismes particuliers pour leur permettre d'évoluer plus rapidement que simplement par des mécanismes de mutation. Et donc on verra notamment ces mécanismes que sont ce qu'on appelle les transferts de matériel génétique horizontaux, ce qu'on appelle les TGH. Et on verra qu'il y a principalement 3 modes de transfert horizontaux de gènes au niveau des bactéries, parce que les bactéries ne sont pas des organismes sexués, ils ne font pas de méiose. Donc, il faut bien trouver un autre mécanisme pour pouvoir brasser les allèles, brasser les gènes pour acquérir de nouvelles propriétés et éventuellement s'adapter à un environnement. Et donc, on fera le tour de ces 3 modes d'acquisition de nouvelles propriétés par la transformation bactérienne, la conjugaison bactérienne et la transduction. Et on verra que tout ça peut apporter notamment à la génomique bactérienne et aujourd'hui à la taxonomie, puisque aujourd'hui, lorsqu'on a une infection, la première chose à faire, c'est de pouvoir identifier le germe auquel on a affaire et de voir comment tout ça peut être mis en œuvre, même si on va voir que d'un point de vue purement médical, même si on dispose de toutes ces avancées sur la connaissance des génomes, on reste encore initialement sur des méthodes de classification bactériologique qui vont prendre surtout des critères relativement simples. On n'a pas forcément toujours besoin d'aller séquencer le génome d'une bactérie pour pouvoir l'identifier, etc. Donc, juste pour revenir en introduction, savoir que voilà, la génétique, ça a une histoire quand même assez ancienne. Vous connaissez tous l'histoire des petits pois, etc. Donc, les premières études qui ont essayé de comprendre comment les génomes pouvaient évoluer avec donc l'évolution fondamentale de la génétique formelle, avec les Mendel, les petits pois, etc. Il y a eu derrière Darwin, le néo-darwinisme qui est venu se greffer là-dessus. Et néanmoins, si je puis dire, la génétique moderne doit beaucoup aux bactéries. Les bactéries, et notamment l'étude des génomes bactériens, notamment, ont été à la base de la compréhension déjà de la nature de l'information génétique. Donc, la double hélice d'ADN, Watson et Crick, en 1953. C'est à partir de bactéries que cette structure a été obtenue. Et à partir de là qu'on a commencé à étudier notamment la structure, l'organisation des gènes, le code génétique, etc. Alors, bien évidemment, travailler avec des bactéries, c'est plus simple à dire qu'à faire, parce que les bactéries, ce sont des micro-organismes microscopiques. La moyenne de la taille, pour rappel, c'est de l'ordre du micromètre, même si c'est extrêmement variable. Ce qui veut dire que lorsqu'on s'intéresse à l'évolution des génomes et notamment des phénotypes bactériens, l'acquisition de nouvelles propriétés ou la perte de propriétés, il faut pouvoir étudier des choses qui sont relativement discrètes. Donc ça passe par l'étude des morphologies bactériennes, l'aspect des colonies, leur couleur, leur capacité à métaboliser ou à ne pas métaboliser certains substrats, la capacité à acquérir des résistances à des antibiotiques, etc. Donc tout ça est assez compliqué. Alors le gros avantage, vous imaginez bien, quand on veut étudier l'évolution des gènes, c'est de pouvoir disposer d'un nombre de générations très rapidement. Et ça, c'est vraiment le gros avantage des bactéries, parce que les bactéries, alors pas toutes les bactéries, mais beaucoup de bactéries se divisent très rapidement. Alors si vous prenez une bactérie telle que Escherichia coli, quand vous la mettez en culture sur un milieu dit enrichi, dans lequel on fera les milieux de culture la fois prochaine, mais quand vous mettez les bactéries en culture dans un milieu qui est extrêmement riche, une bactérie telle que Escherichia coli est capable de se diviser toutes les 20 minutes. Donc ça permet de générer un nombre de générations assez rapidement. Alors quand on cultive classiquement Escherichia coli dans un milieu dit minimum, non enrichi, le temps de division est beaucoup plus lent, c'est de l'ordre de 60 minutes. Maintenant, si vous prenez un individu, vous prenez Escherichia coli dans le tube digestif, on a une multiplication bactérienne qui est de l'ordre de 12 à 24 heures. Donc on voit bien qu'en fonction de l'environnement, les bactéries ne vont pas se multiplier à la même vitesse. Et bien évidemment, à chaque fois qu'une bactérie se divise, il y a le risque qu'il y ait des erreurs dans la réplication, dans les mécanismes de réparation, éventuellement que de nouvelles mutations puissent apparaître.
Donc là, je vous remets des choses que vous connaissez, hein. Donc, étudier l'évolution des génomes bactériens, ben, c'est étudier tout simplement les mutations, les modifications génétiques, hein, portées au niveau de l'ADN. Alors, je vous remets cette image, simplement pour vous rappeler quelques dates. Un des points de référence, c'est vraiment la découverte de l'ADN en 1953, parce qu'on va voir que la génétique bactérienne, ça a commencé bien avant la découverte du support de l'information génétique. Et ça permet de bien comprendre certaines évolutions. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, très longtemps, on s'est demandé quel était le moteur de l'évolution des génomes bactériens. Alors, si on revient à la théorie classique, qui est que les évolutions des génomes et les modifications de l'acquisition de nouveaux phénotypes passent par les mécanismes de mutation, on se rend compte que c'est des phénomènes qui sont quand même relativement rares. Alors, si je remets globalement ce que sont les mutations, donc ce sont des modifications de l'information génétique, ça peut être des substitutions, des insertions, des délétions, des inversions, etc., qui peuvent se produire spontanément. Donc, toute cellule bactérienne vit dans un environnement où, du fait du métabolisme, son génome est soumis, bien évidemment, à un certain nombre d'agressions. Ça peut être induit par des rayonnements UV, etc. Toujours est-il qu'une mutation, elle peut, comme ça, quelque part, apparaître au hasard. Si ce n'est que ce phénomène il est relativement rare. Et donc, vous avez cette notion qu'une mutation, elle apparaît à une fréquence de l'ordre de 10-6. Alors, quand on dit 10-6, on parle de quoi? On parle de la possibilité qu'un gène puisse subir une modification au cours d'une nouvelle génération. Et donc, on est à une fréquence, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une bactérie se divise, la probabilité qu'un gène, on parle bien d'un gène, pas d'un nucléotide, acquiert une modification, elle est de 1 sur 1 million. Alors, à l'échelle d'une bactérie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une bactérie se divise, la probabilité qu'elle acquiert une modification est de l'ordre de 0,003. C'est-à-dire que globalement, si on regarde les bactéries se diviser, il faudrait attendre quasiment 4000 ou 5000 générations pour voir une modification apparaître. Et 4000 à 5000 générations, si vous prenez des bactéries comme Escherichia coli, ça prend plusieurs mois. Donc, les bactéries, si leur moteur d'évolution, c'était simplement des mutations liées à des erreurs de recopie, de correction du génome, les bactéries évolueraient finalement très lentement. Or, ce que l'on constate, c'est qu'en milieu naturel, en fonction des contraintes environnementales, notamment, les bactéries ont la capacité d'acquérir des propriétés beaucoup plus rapidement que ça. Et donc, il y a d'autres moteurs de l'évolution des génomes bactériens que simplement celui de la mutation. Alors, bien évidemment, il existe d'autres mécanismes que les mutations. La capacité de certains virus à infecter certaines bactéries, notamment les bactériophages, ont une capacité éventuellement à perturber et à modifier ce génome. On connaît également la présence de transposons d'éléments mobiles dans les génomes bactériens, mais tout ça fait que ça reste quand même des phénomènes qui sont extrêmement rares et qui, généralement, peuvent conduire. Et là encore, on a un certain nombre de notions qui est que la plupart du temps, lorsqu'on a une modification, cette modification, la plupart du temps, elle est neutre. Donc, elle n'entraîne pas de changement de phénotype. Plus rarement, elle va être délétère. Exceptionnellement, elle est létale. Et quasiment jamais, elle va apporter de gain de fonction. Tout simplement parce que les bactéries évoluent depuis des millions d'années et que leur génome est déjà, si je puis dire, grandement optimisé. Alors du coup, vous vous rendez bien compte que essayer d'étudier comment les génomes bactériens évoluent, très longtemps, ça s'est limité non pas à étudier simplement le génotype, c'est-à-dire l'ensemble des variations génétiques, et encore, il a fallu attendre la découverte de l'ADN et être capable de séquencer les génomes. On s'est pendant très longtemps ancré essentiellement sur les impacts de ces modifications qui entraînaient une modification du phénotype. Alors, parmi les modifications de phénotype, vous avez plein de paramètres qui peuvent être pris en compte. Vous avez ce qu'on appelle l'auxotrophie ou la prototrophie, qui est la capacité qu'une bactérie a ou non de pouvoir synthétiser certains éléments. Alors, par exemple, la capacité ou non à synthétiser certains acides aminés.
Donc, vous avez par exemple donc, des bactéries qui sont dites auxotrophes, ce sont des bactéries qui n'ont pas la capacité à synthétiser d'eux-mêmes certains acides aminés. Donc, ces acides aminés, ils doivent être apportés ou ils doivent les trouver directement dans leur environnement pour pouvoir tout simplement participer aux synthèses protéiques. Et donc, une absence de cet acide aminé va constituer un facteur limitant à la croissance bactérienne. Et à ce moment-là, cet acide aminé va être ce qu'on appelle un acide aminé dit essentiel. Essentiel à la croissance bactérienne. Si l'acide aminé n'est pas présent, la bactérie ne croît pas. À l'inverse, les bactéries qui sont prototrophes, ce sont des bactéries qui vont avoir la capacité, à partir des éléments de base, de synthétiser eux-mêmes cet acide aminé. Et donc, on connaît comme ça, pour différentes espèces bactériennes, des souches ou des variants qui peuvent être prototrophes ou auxotrophes pour différents acides aminés. Donc, ce qui est valable pour les acides aminés est valable également pour les vitamines, pour la synthèse de certains acides gras, etc. Donc voilà, ça fait partie des critères que l'on peut étudier pour analyser l'évolution du génome. Alors, d'autres caractéristiques discrètes, c'est ce qu'on appelle la thermosensibilité ou la thermorésistance, donc la capacité ou non d'une bactérie à croître à des températures déterminées. La sensibilité, la résistance à l'infection par des virus spécifiques des bactéries, ce qu'on appelle les bactériophages, la sensibilité ou la résistance aux antibiotiques, etc., etc. Donc, vous voyez qu'au tout début, quand il s'agit d'étudier l'évolution des génomes, c'était assez compliqué parce qu'il fallait mettre des bactéries dans des conditions particulières qui les poussent quelque part à muter et étudier ensuite l'impact que ça pouvait avoir en étudiant plein de critères différents. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait de la capacité des génomes viraux à évoluer? Ce que l'on sait, c'est que le moteur principal de l'évolution des génomes bactériens, ce sont ce qu'on appelle les transferts horizontaux de matériel génétique, ce qu'on appelle les TGH, et qui, du coup, sont des mécanismes différents, des mécanismes qui vont induire des mutations. Alors, ce mécanisme, il a commencé à être mis en évidence en 1928 grâce aux travaux de Griffiths, qui s'intéressait à différentes souches bactériennes, notamment de Streptococcus pneumoniae, où il avait notamment étudié, vu qu'il existait deux souches, une souche avirulente et une souche virulente. Donc virulence tout simplement parce que lorsqu'il les injectait donc à des modèles animaux et notamment des souris, les souches virulentes étaient capables tout simplement de tuer les bactéries, alors que les souches avirulentes ne tuaient pas les bactéries. Et ce qu'il a eu, si je puis dire, comme expérience intéressante, c'est qu'il s'est rendu compte que cette virulence, elle pouvait être perdue si vous inactivez notamment par la chaleur les souches virulentes et que vous essayez de les injecter à des souris, eh bien cette virulence est perdue. Et puis surtout, ce dont il s'est rendu compte, c'est que cette virulence pouvait être transférable. C'est-à-dire que si vous prenez des souches bactériennes virulentes qui ont été inactivées et que vous les mélangez à des souches avirulentes, eh bien, vous êtes capable de transférer cette virulence aux bactéries qui étaient avirulentes et d'être capable d'induire la mort des bactéries. Et donc, on a commencé à se rendre compte que certains phénotypes, et notamment en l'occurrence ici le phénotype de virulence, étaient transférables. Alors, on est en 1928, et en 1928, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui est le support de l'information génétique. Donc, ça a amené notamment d'autres travaux derrière pour essayer de savoir ce caractère phénotypique et ce support de l'information génétique, il était porté par quoi? Alors, dans les années 20, on suspectait trois choses d'être le support de l'information génétique, soit l'ADN, soit l'ARN, soit les protéines. Donc, il y a une autre expérience qui a été menée bien plus tardivement, dans les années 40, où on est venu reproduire ce qu'avait fait Griffith, c'est-à-dire qu'il a pris donc les souches virales qui étaient virulentes, qu'il a inactivées, et il est venu soit dégrader les protéines avec des protéases, soit dégrader l'ARN, soit dégrader l'ADN, et puis là, ils ont refait les mêmes expériences en remélangeant tout ça avec des souches qui étaient sensibles pour voir dans quelle situation on était capable de permettre la transformation et surtout perdre le pouvoir de transformation. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que lorsque l'on traitait
les souches virulentes avec de la DNase, que l'on perdait la capacité de ce transfert. Donc, ce qui s'est indiqué bien à ce moment-là qu'on avait quasiment la première preuve que ce qui était probablement le support de l'information génétique et ce qui permet de transférer ce phénotype, ben, c'était bien l'ADN. Donc, on est en 1944, donc on n'a pas encore découvert la structure de l'ADN, mais voilà, donc on avance progressivement, et donc vous voyez que les bactéries participent à la connaissance, je dirais pas simplement de leur propre génome bactérien, mais à la connaissance de la génétique des organismes vivants. Alors ce premier mécanisme, on va le voir, il fait partie d'un des 3 mécanismes de transfert horizontal de gènes. Donc on ne va pas faire à chaque fois l'historique de chaque technique, mais globalement aujourd'hui on connaît 3 techniques qui vont permettre aux bactéries d'acquérir de nouvelles propriétés, soit de s'échanger de l'information génétique entre bactéries, et ça va venir quelque part remplacer ce qu'on appelle la sexualité. Donc la sexualité chez les bactéries, il n'y a pas de bactéries mâles ou de bactéries femelles, il n'y a pas de méiose. Donc pour pouvoir tout simplement permettre l'évolution des gènes, il faut pouvoir brasser des allèles entre différentes sous-populations bactériennes à partir donc d'ADN qui vont être transférés dans une bactérie receveuse. Et à ce niveau-là, il y a 3 mécanismes qui sont bien connus, que sont la transformation bactérienne, qui vont être la capacité que vont avoir les bactéries à aller tout simplement capter de l'ADN dans le milieu extérieur. Donc, dans l'environnement, il y a toujours des fragments d'ADN. Alors, ça peut être de l'ADN bactérien, ça peut être de l'ADN non bactérien. Donc, les bactéries ont développé des stratégies pour aller capter de l'ADN dans le milieu extérieur, donc de l'intégrer ensuite, et de pouvoir tout simplement acquérir de nouvelles propriétés. Alors, l'autre mécanisme, c'est la conjugaison bactérienne, qui, elle, cette fois-ci, va passer par un contact obligatoire entre 2 bactéries et permettre le transfert de matériel génétique entre bactéries. Donc, on verra que dans ce mécanisme-là, c'est principalement des transferts de matériel non chromosomique, donc de matériel plasmidique qui va être surtout engagé, mais on verra que ça permet également de brasser du matériel chromosomique. Et puis le dernier mécanisme, c'est celui de la transduction qui fait intervenir la capacité des virus à véhiculer du matériel génétique. Alors bien évidemment, initialement du matériel génétique viral, mais parfois par accident de pouvoir transporter du matériel génétique bactérien et de permettre comme ça de transférer de l'ADN bactérien dans une autre cellule et par des mécanismes de recombinaison ensuite permettre de brasser tout simplement les allèles. Alors la problématique qui se pose avec le transfert horizontal de gènes, c'est qu'elle va passer par l'acquisition de matériel génétique revenant de l'extérieur de la cellule receveuse. Alors cet ADN, c'est ce qu'on appelle généralement l'exogénote, puisqu'il vient de l'extérieur. Donc ça peut être de l'ADN nu, puisé dans le milieu extérieur. Dans le cas de la conjugaison bactérienne, ça pourrait être de l'ADN qui provient d'une autre bactérie. Donc il va devoir pénétrer à l'intérieur de la cellule receveuse, donc qui, elle, dispose déjà de son génome et ce qu'on appelle l'endogénote, donc par l'un de ces 3 mécanismes, conjugaison, transformation ou transduction. Et à ce moment-là se pose la question des gènes et de leur capacité à s'exprimer et surtout à se maintenir plus ou moins à long terme. Tout simplement parce que, rappelez-vous, les bactéries disposent de tout un ensemble d'enzymes qui, normalement, sont censées dégrader les molécules d'ADN étrangers. Donc, la plupart du temps, l'ADN, si on fait rentrer de l'ADN comme ça dans une cellule, la plupart du temps, elle va être dégradée. Et donc, on pourrait potentiellement avoir une expression transitoire, c'est-à-dire pendant que l'ADN, l'exogénote, est présent dans le cytoplasme, s'il dispose de toute la structure des gènes permettant de l'exprimer, on peut avoir une expression transitoire de certains facteurs. Mais malheureusement, la plupart du temps, ça va être perdu. Donc, pour que une cellule bactérienne receveuse puisse acquérir de nouvelles propriétés, il y a 2 possibilités. Soit ça veut dire que la totalité ou une partie de l'exogénote doit s'intégrer directement au génome de la cellule receveuse. Et ça passe systématiquement par des mécanismes de recombinaison. Donc la plupart du temps,
si c'est de l'ADN linéaire, c'est jamais en totalité. On va avoir des phénomènes de recombinaison entre séquences, et notamment s'il y a des séquences qui sont homologues. Sinon, l'autre situation la plus courante, c'est que lorsque l'exogénote pénètre dans cette cellule, si ce sont des exogénotes de type plasmidique, donc qui sont généralement circulaires et qui ont une capacité de se maintenir tout seuls, eh bien, ils peuvent se maintenir dans la cellule receveuse, indépendamment du génome de la cellule hôte, et permettent d'exprimer les gènes qui sont présents au niveau de ces plasmides, avec éventuellement, dans le cas de certains plasmides dits intégratifs, de pouvoir s'intégrer à ce moment-là au chromosome de la cellule. Tout ça pour vous dire que voilà, il ne suffit pas que de l'ADN qui se trouve dans le milieu extérieur rentre dans une cellule, encore faut-il qu'il se stabilise, et tout ça fait intervenir bien évidemment des mécanismes de recombinaison. Donc que ce soit par intégration directe ou par l'intermédiaire de plasmides, il y a généralement des mécanismes de recombinaison qui permettent ensuite d'effectuer des échanges d'allèles entre le génome de la cellule hôte et éventuellement l'exogénote. Donc avant de rentrer un petit peu dans les mécanismes et de voir ce que c'est exactement la transformation, comment se fait la transformation, comment se fait la conjugaison, revenir un petit peu sur les différents modes de recombinaison qui existent et qui vont permettre aux bactéries d'acquérir de nouvelles séquences. Donc en absence de méiose, et notamment donc, de sexualité telle qu'on peut le voir chez la plupart des eucaryotes, les bactéries ont développé 3 modes de recombinaison. Alors, il y a un mode de recombinaison que vous connaissez, qui est la recombinaison homologue, et ce qu'on appelle classiquement réciproque, qui est la capacité notamment d'un double brin à venir remplacer un double brin dans le génome de la cellule hôte, mais il existe un autre mode de recombinaison qui est dit non réciproque, et c'est celui que vous avez ici, et qui passe en fait par une recombinaison non pas double brin, mais une recombinaison simple brin. Alors ce qui peut arriver tout simplement, on verra tout à l'heure que des bactéries, alors en conditions particulières, les bactéries notamment vont avoir la capacité à aller capter de l'ADN dans le milieu extérieur. Alors toutes les bactéries ne captent pas naturellement de l'ADN dans le milieu extérieur. Celles qui sont capables de le faire, c'est ce qu'on appelle des bactéries compétentes. Et encore, toutes les bactéries ne sont pas compétentes. Et la compétence n'est présente qu'à certains stades du développement bactérien. Et la plupart du temps, c'est que lorsque les bactéries se retrouvent dans un environnement défavorable, que les bactéries qui peuvent faire de la compétence vont essayer de capter du matériel génétique dans leur environnement. Et la plupart du temps, cet ADN, c'est de l'ADN double brin. Si ce n'est que cet ADN, il va être importé dans la cellule, non pas sous forme double brin, mais sous forme monobrin. Donc on verra dans un instant le mécanisme, mais toujours est-il qu'il faut s'imaginer que voilà, si un ADN, un exogénote, qui porte une information génétique, par exemple un exogénote simple brin qui porte la séquence codante pour permettre à la bactérie, par exemple, de synthétiser la leucine, alors que la bactérie elle-même, elle est auxotrophe pour la leucine, c'est-à-dire qu'elle possède un gène, mais qui est déficient pour la leucine. Eh bien, ce monobrin d'ADN peut faire l'objet de mécanismes de double recombinaison, mais essentiellement de l'un des 2 brins de la double hélice d'ADN, de telle façon à ce que la bactérie, elle va venir phénotypiquement, elle était phénotypiquement le moins, donc elle était auxotrophe, elle va devenir prototrophe. Alors, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a eu un mécanisme de recombinaison où il y a probablement des mésappariements, parce que vous avez un brin le moins et le brin le plus. Alors bien évidemment, ce n'est qu'à la génération suivante que tout ça va se fixer. Quand cette bactérie va se diviser, vous aurez 50% des bactéries qui seront prototrophes pour la leucine et 50% auxotrophes pour la leucine. Peu importe, vous avez quand même, pour une partie de ces bactéries, l'acquisition d'une nouvelle propriété. Et là, vous voyez bien qu'en une seule génération, une bactérie peut acquérir une nouvelle propriété. Donc ça, c'est un des mécanismes que les bactéries vont pouvoir mettre en œuvre. Alors, bien évidemment, à côté de ça, vous avez la recombinaison double, qui, cette fois-ci, c'est exactement le même mécanisme. Alors, faites attention sur ce schéma. Là, cette fois-ci, je reprends quasiment le même process, sauf que l'ADN qui va être capté par la bactérie, et ça, c'est plutôt un mécanisme qu'on va retrouver non pas dans la transformation bactérienne, mais dans la conjugaison bactérienne.
permettent de transférer un brin d'ADN double brin, alors qui peut être linéaire, mais la plupart du temps, il va être circulaire, et du fait des homologies de séquences, de permettre d'avoir encore une fois une double recombinaison, mais où cette fois-ci, on va échanger tout simplement un double brin d'ADN, et où là, tout simplement, l'allèle le moins va être purement et simplement remplacé par de l'allèle le plus, donc la bactérie va devenir phénotypiquement le plus, et prototrophe, et toutes les bactéries qui vont en découler seront phénotypiquement capables de synthétiser la leucine. Alors, je reviens juste un peu en arrière. Donc, ça, ce sont donc des mécanismes de recombinaison dites homologues. Alors, il y a d'autres mécanismes de recombinaison qui existent. Il y a ce qu'on appelle la recombinaison localisée. Donc, la recombinaison localisée, c'est un mode de recombinaison qui, notamment, permettent d'insérer. Alors, dans les génomes des bactéries, on retrouve des séquences particulières qui sont des séquences qui vont permettre d'insérer un fragment d'ADN directement à l'intérieur du génome de la cellule receveuse. Et typiquement, c'est ce que l'on voit lorsqu'on a des transferts de plasmides, où on a des plasmides qui sont des plasmides intégratifs et qui, à ce moment-là, ont la capacité, tout simplement, par des mécanismes de recombinaison simples, de pouvoir intégrer directement l'information génétique de tout le plasmide à l'intérieur du génome de la cellule hôte. Voilà, donc simplement en comparaison à ce que l'on a pu dire précédemment ici, la recombinaison double, donc ce mécanisme dont je vous parlais ici, voilà, c'est souvent un mécanisme lié à des plasmides, et où à ce moment-là, on a tout simplement un échange de séquences entre le plasmide et l'allèle qui était présent dans le génome de la cellule hôte. Donc la bactérie devient phénotypiquement le plus, et à ce moment-là, elle a éventuellement la possibilité de perdre le plasmide qui, lui, était le moins. Donc ces mécanismes, la plupart du temps, vous voyez, ça permet d'apporter de nouvelles propriétés. Alors dans le cas de la recombinaison localisée, parfois, ça peut entraîner des mécanismes inverses, un changement de phénotype par perte de fonction, parce que parfois, vous pouvez avoir des sites d'intégration qui peuvent se situer eux-mêmes à l'intérieur de certains gènes, et donc entraîner une activation de ces gènes et être à l'origine de perte de fonction. Peu importe, ça permet néanmoins de voir des mécanismes qui permettent de faire évoluer le génome. Alors, dernier mécanisme qu'il ne faut quand même pas négliger, c'est la transposition. Donc, un peu comme les mutations, il existe des éléments mobiles dans les génomes bactériens qui sont des séquences un peu particulières, qui possèdent à leurs extraits des séquences d'insertion et ce sont des séquences qui permettent de coder pour des complexes de transposition qui vont permettre tout simplement à certaines séquences d'être recopiées ailleurs dans le génome. Donc, c'est soit simplement des séquences mobiles, soit des séquences qui vont pouvoir être dupliquées et, si je puis dire, réinsérées ailleurs dans le génome et qui peuvent bien évidemment avoir un impact sur l'expression des génomes bactériens. Alors, comment se passe tout ça dans, si je puis dire, comment les bactéries, en pratique, arrivent à faire ça? Donc, on va commencer par le premier mécanisme de transfert horizontal de gènes, qui est ce qu'on appelle la transformation bactérienne, qui est cette capacité qu'ont notamment certaines bactéries à pouvoir aller capter, absorber de l'ADN à partir du milieu extérieur. Donc, cet ADN extérieur étant un exogénote. Donc, la plupart du temps, c'est des plasmides, mais ça peut être de l'ADN chromosomique provenant de bactéries qui sont mortes, etc. Donc aujourd'hui, on connaît deux modes de transformation. Donc il existe bien évidemment la transformation naturelle, celle qu'on retrouve chez les bactéries qui sont dites compétentes. Et puis aujourd'hui, on sait même forcer des bactéries à absorber de l'ADN, même si elles ne sont pas compétentes. On peut les rendre quelque part compétentes en faisant de la transformation artificielle. Et ça, c'est un outil de génie génétique. Alors, je vais peut-être commencer par ça. Alors, comment on peut faire acquérir à des bactéries de nouvelles propriétés en faisant cette transformation artificielle quand on n'a pas de bactéries compétentes? Alors, quand on a des bactéries compétentes, on sait dans quelles conditions les mettre pour qu'elles deviennent compétentes. Maintenant, certaines bactéries ne sont pas du tout compétentes. Elles n'ont pas de capacité naturelle à aller absorber de l'ADN dans le milieu extérieur. Donc, on peut faire entrer de force de l'ADN. Alors, bien évidemment, c'est un outil de génie génétique. Donc, c'est très souvent, lorsque l'on veut
transférer et faire acquérir à une bactérie de nouvelles propriétés, qu'on peut mettre ça en place. Alors, la technique, elle est simple, elle consiste tout simplement à prendre des bactéries qui ne sont pas compétentes, à les mettre en contact avec l'ADN qu'on souhaite faire rentrer dans ces bactéries. Et si je puis dire, c'est là où le choix de l'ADN que l'on veut faire rentrer va être important. Et la plupart du temps, on fait ça avec des plasmides bactériens, parce que ces plasmides vont avoir la capacité de se maintenir dans la cellule bactérienne et de permettre à cette cellule d'acquérir les propriétés portées par ces plasmides. On pourrait très bien le faire avec de l'ADN linéaire. Alors, le problème avec de l'ADN linéaire, c'est que la plupart du temps, on n'aura qu'une transformation temporaire, partielle. C'est-à-dire que la bactérie pourra exprimer éventuellement les gènes portés par cet ADN linéaire pendant quelques heures ou quelques jours, mais tôt ou tard, l'ADN va être dégradé, il va être perdu. Donc, si on veut avoir quelque chose de stable, il faut qu'il puisse se maintenir tout seul dans la bactérie. Donc, la technique consiste à mélanger les bactéries qu'on souhaite faire acquérir de nouvelles propriétés. On mélange ça avec de l'ADN et puis on met tout ça dans une solution électrolytique. Et on utilise un appareil particulier qu'on appelle un électroporateur. Donc, cette solution bactérienne, on met dans une cuve d'électroporation que vous avez ici. Et on va venir tout simplement faire un choc électrique au niveau des bactéries. Donc, généralement, on utilise des courants qui sont relativement faibles, mais avec un grand écart de voltage. Et on fait une impulsion électrique extrêmement brève qui va tout simplement faire des brèches dans les parois bactériennes. Et par l'intermédiaire de ces brèches, cet exogénote va tout simplement pouvoir avoir l'occasion de rentrer. Donc, toutes les bactéries ne vont pas être transformées. Seules quelques bactéries seront transformées, ce qui nécessite, si vous vous souvenez des cours de l'année dernière, ensuite de devoir faire des sélections, et notamment d'utiliser des plasmides avec des gènes qui vont permettre d'identifier les bactéries qui ont été transformées. Donc, généralement, on utilise des gènes de résistance aux antibiotiques ou autres. Et donc, une fois qu'on a fait ce choc électrique, on met tout simplement ensuite les bactéries dans un milieu nutritif riche qui permet aux bactéries tout simplement de réparer leurs parois. Et ensuite, on ensemence les bactéries sur des milieux sélectifs pour vérifier quelles bactéries ont acquis ces nouvelles propriétés. Donc voilà un exemple de plasmides qu'on peut utiliser. Alors les plasmides, pour rappel, ce sont des molécules d'ADN extrachromosomiques. Normalement, les bactéries n'en ont pas besoin. Par contre, quand une bactérie acquiert un plasmide, généralement, ce plasmide va lui conférer de nouvelles propriétés. Donc, il existe différents types de plasmides, des plasmides métaboliques, des plasmides de résistance, etc. Donc là, vous avez un exemple de plasmides. Donc, particularité des plasmides, donc ce sont des petites molécules d'ADN extrachromosomiques autonomes. Donc, leur réplication est indépendante de celui du génome de la bactérie. Donc, elle possède sa propre origine de réplication, ce qui veut dire que quand vous faites rentrer un plasmide dans une bactérie, ce plasmide peut se multiplier en plusieurs exemplaires. Donc, vous pouvez avoir des plasmides avec un taux de multiplicité qui peut être faible. Donc, généralement, les grands plasmides, sont en nombre relativement limité. Alors, quand je parle de taille de plasmide, la majeure partie des plasmides ont des tailles de l'ordre d'à peu près inférieur à 10 kg paire de base. Rappelez-vous, quand vous prenez des bactéries, telles que, si je reprends l'exemple de Escherichia coli, le génome, c'est plusieurs millions de paires de base. C'est entre 4, en fonction des souches bactériennes d'Escherichia coli, le génome fait en moyenne entre 4,5 et 5,5 millions de paires de base. Donc, ce qui veut dire que les plasmides, ça reste quand même des petites molécules d'ADN, majoritairement circulaires. Sachez qu'il existe des plasmides linéaires, qui sont extrêmement rares, mais ça existe, qui sont de relativement petite taille, donc une taille généralement en moyenne inférieure à 10 kg paire de base. Mais on connaît des plasmides qui sont de grande taille. On connaît quelques plasmides qui peuvent faire jusqu'à 1 million de paires de base. Ça représente quand même une portion d'information génétique qui peut être importante. Et donc généralement, les petits plasmides peuvent se multiplier indépendamment du génome bactérien, et on peut avoir comme ça des bactéries qui peuvent posséder plusieurs centaines d'exemplaires d'un même plasmide lorsque ce sont des petits plasmides. Au contraire, quand ce sont des plasmides de très grande taille, généralement le nombre de copies va être relativement limité. On peut se retrouver qu'à 1 ou 2 exemplaires, pas plus. Donc voilà, donc vous avez un plasmide ici, typique, avec son origine de réplication, les gènes de sélection, par exemple avec l'ampicilline, et puis ici, vous avez le fameux système avec l'opéron LAC-Z, qui permet de métaboliser certains sucres
et notamment un substrat qu'on appelle le X-Gal, et qui donne une couleur bleue aux bactéries lorsque ce plasmide est intact. Donc c'est, en l'occurrence ici, c'est un vecteur de clonage qui permet tout simplement de cloner dans ce gène d'autres séquences et de pouvoir repérer les bactéries qui sont transformantes et recombinantes en fonction de leur couleur ici tout simplement. Donc celles qui sont bleues, ce sont celles qui possèdent un gène LAC-Z qui est intact et donc qui n'ont pas acquis de nouvelles propriétés et par contre elles ont bien reçu le plasmide. Et à l'inverse, celles qui sont blanches, normalement, si vous avez rajouté de l'ampicilline dans le milieu, si la bactérie n'a pas reçu le plasmide, normalement elle meurt. Donc si elles sont là et qu'elles sont blanches, c'est probablement ces bactéries, ce sont les bactéries qui sont dites transformantes et recombinantes. Voilà, donc ça reste un outil de génie génétique. Alors vous allez me dire, dans le domaine médical, à quoi ça peut servir de faire ça notamment quand on a des techniques de quantification microbienne, très souvent on a besoin de standards, c'est-à-dire que vous avez besoin, quand vous faites de la quantification absolue, vous avez besoin de savoir combien de copies de génome de l'agent infectieux vous avez. Un des bons moyens, c'est de cloner des séquences dans des plasmides bactériens et de pouvoir quantifier et d'avoir un élément de référence dans lequel vous savez que vous avez tant de copies et qui vous servent de référence quand vous faites tout simplement vos PCR. Donc même dans le domaine médical, même si ça reste du génie génétique, ça a une utilité dans nos labos. Quand on veut avoir une idée des charges virales, etc., il suffit de cloner là-dedans une séquence nucléotidique de référence et ensuite de pouvoir quantifier ça et de l'utiliser comme référence. Alors naturellement, bien évidemment, à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle donc la transformation naturelle ou ce qu'on appelle la compétence naturelle. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les bactéries n'ont pas la capacité ou ne disposent pas de la machinerie nécessaire pour aller capter de l'ADN dans le milieu extérieur. Donc, on connaît un certain nombre de genres bactériens. Donc, j'ai essayé de vous mettre les principaux ici, genres bactériens qui sont connus, dans lesquels on trouve des espèces bactériennes qui sont compétentes. Donc, notamment, dans le genre Streptococcus, on retrouve fréquemment des bactéries qui sont naturellement compétentes, même si toutes ne le sont pas. Les bacillus, les Neisseria, les hélicobactères, les pseudomonas notamment, donc sont connus pour être des bactéries dans lesquelles on va retrouver des espèces compétentes, donc qui ont la capacité à capter de l'ADN via un système qu'on appelle le système de DNA uptake. Alors ces bactéries, qu'on appelle bactéries compétentes, comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas compétentes tout le temps. Donc, ces bactéries, lorsqu'elles croissent, elles ne vont pas en permanence aller puiser de l'ADN dans le milieu extérieur. La compétence, même pour des bactéries qui sont dites compétentes, elle s'acquiert. Et elle s'acquiert quand ? Généralement, lorsque les bactéries sont en croissance et qu'elles sont dans des environnements qui posent problème pour, quelque part, la survie bactérienne, eh bien, il va arriver un moment donné où les bactéries vont essayer de développer des stratégies de survie. Et parmi les stratégies de survie, on a cette fameuse compétence naturelle. Alors donc je vous remets des courbes de croissance, une courbe de croissance bactérienne, classiquement, quand vous avez une bactérie qui est sur un milieu. Alors généralement, quand une bactérie est dans un milieu où elle trouve tous les éléments nutritifs, il n'y a pas de facteur limitant, les bactéries n'ont aucune raison de faire évoluer leur génome et de changer de phénotype. C'est vraiment lorsque les bactéries sont dans des conditions limitantes, où la survie de la population bactérienne devient problématique, que les bactéries qui sont compétentes vont activer leur voie métabolique pour leur permettre de faire de la compétence. Et c'est la même façon que d'autres bactéries, par exemple, qui sont capables de faire de la sporulation, vont faire de la sporulation. D'autres vont essayer d'exploiter leur génome, d'autres voies métaboliques pour essayer de métaboliser d'autres éléments. Donc, par exemple, si vous prenez la bactérie Streptococcus pneumoniae, on sait qu'elles deviennent compétentes lorsque les bactéries croissent et qu'elles atteignent une densité suffisante, tout simplement parce que les bactéries font ce qu'on appelle du quorum sensing. C'est-à-dire que les bactéries, lorsqu'elles se développent, elles ont la capacité de senser le quorum, c'est-à-dire de savoir combien elles sont. Et lorsque la densité bactérienne devient trop importante, ça signale très souvent que l'environnement va devenir défavorable. Et donc chez Streptococcus pneumoniae, on sait que lorsque la croissance bactérienne atteint des densités de l'ordre de 10 puissance 7 à 10 puissance 8 cellules par millilitre, une toute petite portion des bactéries, généralement de l'ordre d'une bactérie sur 1000. Alors, ça dépend des espèces bactériennes. Des fois, chez d'autres espèces bactériennes, telles que Escherichia coli, on a des taux un petit peu plus supérieurs. Mais ce n'est qu'une toute petite fraction des bactéries qui vont développer et faire de la compétence.
Donc c'est un peu ce qui vous est montré en fausse couleur sur cette image ici, où vous voyez des bactéries, des bacilles ici, où on voit les structures de DNA uptake, donc qui apparaissent ici au niveau des pôles des bactéries. Alors vous avez d'autres bactéries qui n'en font pas et qui vont permettre à ces bactéries d'aller essayer de capter tout simplement de l'ADN dans le milieu extérieur pour tout simplement essayer d'acquérir de nouvelles propriétés, éventuellement d'acquérir des gènes qui leur permettraient de poursuivre leur croissance. Alors, comment se fait cette acquisition et comment ces bactéries vont absorber naturellement cet ADN, cet exogénote? Alors, ce mécanisme nécessite d'abord de capter l'ADN. Donc, au niveau de la paroi bactérienne, donc là, on a un exemple avec une paroi gram-positive, une bactérie gram-positive qui vous est montrée, mais bon, les gram-négatifs, c'est à peu près pareil. Donc, au niveau de la paroi bactérienne, donc vous avez des complexes protéiques qui se mettent en place et qui vont, dans un premier temps, permettre de faire de l'absorption, c'est-à-dire permettre tout simplement de capter de l'ADN pour déjà préconditionner l'ADN, sachant que l'ADN doit être préconditionné déjà au niveau de la taille, donc ce qui peut être intégré et transféré dans la cellule, c'est essentiellement des fragments d'ADN de l'ordre de 5 à 15 kg paire de base. Alors, pas plus. Et ce transport va nécessiter le transport uniquement d'un monobrin d'ADN et non pas du double brin. Donc, vous avez ici des exonucléases qui vont venir tout simplement dégrader l'un des deux brins de la double hélice d'ADN et ce qui est transféré à l'intérieur de l'ADN, c'est un ADN simple brin transformant. Et bien évidemment, ça veut dire que derrière, ce brin d'ADN, s'il est capable de retrouver une séquence qui est homologue, eh bien, on peut assister à ce moment-là à des mécanismes de recombinaison simple brin, dit non réciproque, donc vous échangez que l'un des deux brins de la double hélice d'ADN, ce qui veut dire que potentiellement, cette bactérie aura pu acquérir une nouvelle propriété, et puis à la génération suivante, une portion des bactéries aura hérité d'une nouvelle propriété qui lui permettra éventuellement de survivre ou pas. Donc voilà dans quelle situation on se retrouve avec une capacité à faire de la recombinaison double dite non réciproque. Alors, autre mécanisme de transfert horizontal de gènes, la conjugaison bactérienne. Donc, qui est cette fois-ci non pas la capacité que vont avoir les bactéries à aller puiser de l'ADN nu dans le milieu extérieur, mais d'aller tout simplement récupérer de l'information génétique à partir d'autres bactéries. Alors, ces études, la conjugaison bactérienne a été mise en évidence justement quand on essayait de comprendre qu'est-ce qui était le moteur d'évolution des génomes bactériens, parce qu'on se rendait bien compte que si on se basait essentiellement sur les mutations, on devrait attendre très longtemps, et puis on se rendait compte que non, les bactéries étaient capables d'acquérir des propriétés beaucoup plus rapidement. Et donc, des expériences ont été menées dans les années 40, notamment, où on a essayé de voir si on était capable de transférer certaines propriétés de certaines bactéries à d'autres, à partir toujours de différentes souches bactériennes d'une même espèce. Donc là, en l'occurrence, Joshua Lederberg et Tatum, ils ont travaillé donc sur deux souches bactériennes, donc qui étaient multi-auxotrophes et prototrophes. Donc en l'occurrence, deux espèces bactériennes, mais deux souches différentes. Vous voyez, donc là pour différents acides aminés, une souche qui était auxotrophe pour la biotine, phénylalanine et cystéine, et prototrophe pour la thréonine, leucine et la thiamine, et une autre souche qui était exactement l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée? C'est de se dire, on les mélange et puis on met ces bactéries à cultiver sur un milieu minimum, c'est-à-dire qui ne contient pas ces acides aminés, pour voir si certaines bactéries ont été capables d'acquérir les propriétés, de compléter l'auxotrophie et devenir prototrophes pour l'ensemble de ces acides aminés. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont observé. Donc, ça a été quelque part la première preuve que les bactéries étaient capables de se transférer de l'information. Donc on est encore en 1946, on ne connaît pas encore la structure de l'ADN, le support de l'information génétique, mais voilà, on découvre que les bactéries sont capables de s'échanger du matériel génétique. Alors les choses ont attendu un petit peu, et puis d'autres expériences ont essayé de comprendre un petit peu mieux ce mécanisme, et là c'est Davis en 1950 qui a repris à peu près la même expérience en essayant de simplifier un petit peu tout ça, et a fait cette expérience avec un tube en U, dans lequel il est venu d'un côté mettre une souche bactérienne qui était
résistante à un antibiotique qui était l'ampicilline, et puis de l'autre côté, il a mis la même souche bactérienne, hein, enfin une autre souche bactérienne, mais cette fois-ci résistante à la chloramphénicol. Et l'idée géniale a été de mettre juste au milieu un petit filtre avec des pores inférieurs à 1 micromètre et de mettre ce système d'aspiration et de refoulement pour voir si, lorsqu'on fait des aspirations, refoulements et donc qu'on perturbe les bactéries, si elles étaient toujours capables de s'échanger ce matériel génétique pour leur permettre d'acquérir cette double résistance. Et ce qu'il a observé, c'est que si vous faites cette agitation, et donc vous empêchez les bactéries de rester en contact les unes avec les autres, vous n'avez pas de transfert de ces nouvelles propriétés. Donc, ce qui veut dire tout simplement que la conjugaison bactérienne, c'est un processus qui nécessite le contact direct entre deux bactéries. Et on va le voir que ce contact, pour permettre ce transfert d'informations génétiques entre bactéries, il doit durer un certain temps. Si vous perturbez des bactéries en train de faire de la conjugaison bactérienne, vous risquez de limiter le transfert d'informations génétiques. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que donc le mécanisme de conjugaison bactérienne, c'est un mécanisme qui nécessite le contact entre deux souches bactériennes. Alors, généralement, ce transfert se fait très bien entre souches bactériennes d'une même espèce. Elle peut se faire entre espèces différentes, plus rarement entre genres différents. Donc, plus les bactéries sont proches, plus généralement elles arrivent à s'échanger facilement de l'information génétique. Et cette information génétique, elle s'échange principalement sous la forme de plasmides bactériens. Donc, la conjugaison bactérienne, c'est principalement un échange de plasmides, mais on verra que d'autres évolutions bactériennes vont permettre d'échanger également du matériel chromosomique. Donc, globalement, les bactéries, lorsqu'elles possèdent ce qu'on appelle un plasmide conjugatif, donc qui permet de coder notamment la synthèse de ce qu'on appelle le pilus ou le pili sexuel, donc à ne pas confondre avec ce que vous avez ici qu'on appelle donc les fimbriers. Donc c'est un système qui permet tout simplement de connecter deux bactéries entre elles, et puis c'est un système rétractile, c'est-à-dire qu'une fois que les bactéries sont en contact l'une avec l'autre, ce pili va tout simplement se rétracter pour pouvoir vraiment rapprocher les deux corps cellulaires et venir les mettre en contact. Et à ce moment-là, vous avez un système qu'on appelle un relaxasome qui va permettre de venir transférer une ou plusieurs copies du plasmide vers l'autre cellule, tout en sachant que ce transfert se fait toujours d'une bactérie fertile vers une bactérie non fertile. Alors, ce que l'on a observé, c'est que tout simplement, lorsque vous avez deux bactéries fertiles, elles expriment, alors les plasmides expriment un certain nombre de facteurs qui s'expriment au niveau de la paroi cellulaire et qui empêchent tout simplement l'accrochage du pili sexuel. Et donc, ce transfert ne se fait toujours qu'entre bactéries qui possèdent des plasmides qui sont fertiles et non fertiles, ou alors entre bactéries qui possèdent des plasmides différents. Mais deux bactéries qui possèdent exactement le même plasmide, généralement, ne se connectent pas. Donc, on a un relaxasome qui se met en place et qui va permettre non pas de transférer le plasmide d'une bactérie à l'autre, mais d'en faire une copie vers la cellule receveuse. Et généralement, la bactérie qui est receveuse et qui était non fertile va devenir fertile et donc va à son tour être capable de transférer cette information génétique d'origine plasmidique à une autre bactérie. Et bien évidemment, vous vous rendez compte que là, ça, c'est l'un des mécanismes principaux qui vont poser les problèmes, notamment dans les cas de transfert de gènes de résistance aux antibiotiques et qui permettent aux bactéries de s'échanger ces résistances. Donc, pour rappel, donc ces plasmides, puisqu'elles représentent un problème en santé humaine relativement important, donc voilà. Donc, ce sont des petites molécules d'ADN circulaires. Donc, comme je l'ai dit, quelques-unes sont connues pour être linéaires, mais c'est extrêmement rare. Leur taille, quelques milliers de nucléotides, la plupart du temps inférieure à 10 000 nucléotides, mais ça peut monter jusqu'à 50 000. Et puis, on connaît quelques plasmides qui font 1 million de nucléotides de long. Leur particularité, c'est d'avoir cette réplication autonome, ce qui fait que le nombre de copies peut être variable en fonction de la nature du plasmide. Donc, vous avez des plasmides à copie unique, donc généralement des très gros plasmides. Et lorsque les plasmides sont relativement petits, ils sont à copie multiple. Donc, on distingue ceux qu'on appelle à copie, un nombre de copies faibles, moins de 20 exemplaires par cellule bactérienne,
et ceux qui sont à nombre de copies élevé, où ça peut aller à plusieurs centaines. Alors, particularité des plasmides, la plupart du temps, même s'il existe des exceptions, il n'y a pas de système de partition. C'est-à-dire que lorsqu'une cellule bactérienne se divise, rien ne garantit que l'une des cellules filles va forcément hériter d'une copie des plasmides. Alors bien évidemment, si vous avez des bactéries à nombre de copies élevé, il y a de grandes chances que les bactéries héritent de quelques exemplaires, mais ce n'est pas obligatoire. Mais il y a certains plasmides qui possèdent des gènes d'IPAR, des gènes de partition, qui permettent d'assurer que lorsque la bactérie se divise, que en même temps que le génome bactérien est réparti entre les deux futures cellules, que des plasmides soient transférés en même temps. Hein. Alors pour ce qui est du mode de transfert, hein, donc quand le relaxasome se met en place, on connaît principalement deux mécanismes de copie et de transfert de copie de ces plasmides. Alors il y a le bon vieux mécanisme qui est identique à celui de la réplication du génome bactérien, qui est un mode de réplication en mode qui est dit θ, à partir de l'origine de réplication. Le plasmide, tout simplement, est répliqué en deux, et puis il y a une copie qui est transférée. Et puis il y a un autre mécanisme qui est celui qu'on appelle le système en tapis roulant, ce qu'on appelle le rolling circle, qui permet de transférer un des monobrins, une des brins complémentaires, vers l'autre cellule, et ce qui permet parfois de transférer des brins extrêmement longs dans lesquels on va avoir plusieurs copies finalement, et qui vont être ensuite vont passer dans la cellule receveuse du statut de monobrin à celui de double brin, avec des sites de coupure qui permettent ensuite de couper chaque sous-unité, de recirculariser tout ça. Donc voilà, donc vous avez un différent mécanisme. Ce qui est transféré ici nécessite soit une réplication en mode θ, soit une réplication en mode tapis roulant. Donc voilà, donc ces plasmides, qui bien évidemment portent différents gènes, permettent de conférer bien évidemment aux bactéries de nouvelles propriétés. Ce qui fait que ces plasmides, on les classe en fonction de ce qu'ils apportent. Donc vous avez ce qu'on appelle les plasmides conjugatifs, c'est-à-dire qui possèdent l'information qui permettent de coder la synthèse du pili sexuel, du réplisome et du mécanisme de transfert entre bactéries. Mais tous les plasmides ne sont pas conjugatifs. Certains plasmides doivent quelque part, parfois, tabler sur la présence de plasmides conjugatifs dans la cellule pour assurer leur propre transfert. Donc certains plasmides peuvent ne pas être conjugatifs. Alors, ce qui va bien évidemment en santé, que ce soit humaine ou animale, nous poser notamment problème, c'est notamment le fait que certains plasmides puissent porter des gènes de résistance. Alors nous, on pense bien évidemment résistance aux antibiotiques, mais dans d'autres domaines, ça peut être des résistances à autre chose. Certains sont ce qu'on appelle des plasmides à bactériocines, c'est-à-dire qui permettent de synthétiser des composés toxiques pour d'autres bactéries, généralement d'espèces proches. Vous avez ce qu'on appelle les plasmides de virulence, donc ils vont permettre de coder pour des facteurs de virulence. Ça peut être des enzymes qui vont être capables de dégrader, par exemple, certains tissus. D'autres, des plasmides métaboliques qui vont apporter de nouvelles propriétés, permettre à certaines bactéries d'acquérir de nouvelles capacités à métaboliser certains constituants, etc. Donc voilà, donc il y a différentes classes de plasmides. Donc à la base des mécanismes de conjugaison bactérienne, bien évidemment, vous avez ces plasmides conjugatifs. C'est-à-dire qu'ils doivent posséder au moins tous les gènes permettant la synthèse des pili sexuels et permettant le processus de transfert d'une copie des plasmides d'une bactérie fertile vers une bactérie non fertile. Et je le note ici, ce n'est pas obligatoire, mais parfois, mais c'est souvent le cas dans le cas des plasmides conjugatifs, ils peuvent posséder des séquences d'insertion qui, non seulement après le transfert de la cellule, permet soit au plasmide de rester autonome, mais parfois de s'intégrer dans le chromosome bactérien. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'on va passer d'un type de bactérie dite fertile à un type de bactérie qu'on appelle à haute fréquence de recombinaison, parce que ça va permettre à ce moment-là non pas simplement de brasser des ALN d'origine plasmidique, mais également d'origine chromosomique. Voilà, donc je vous ai mis quelques petites diapos simplement pour préciser quelques catégories de plasmides. Donc comme je vous le disais, donc les plasmides de résistance, donc ce qu'on appelle cette fois-ci non plus les plasmides F, mais les plasmides R.
ont la propriété de pouvoir conférer des résistances. Donc résistance aux antibiotiques, aux pesticides, etc. Et donc généralement, ces plasmides codent pour pas un seul gène. Généralement, la résistance, ce n'est pas le fruit d'un seul gène, mais généralement de un à plusieurs gènes qui leur permettent de synthétiser des enzymes qui vont être capables soit de